Retour chez nous maintenant. Vous savez que le coronavirus a été détecté dans les eaux usées la semaine passée au Massachusetts, mais à des niveaux beaucoup plus élevés que ce qu'on avait prévu, suggérant qu'il y aurait peut-être un peu plus de patients non diagnostiqués, ce qui avait été estimé par les autorités. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? La COVID-19 détectée dans les eaux usées en quantité plus importante. Marc Hamilton qui est avec nous, microbiologiste. Bonjour, M. Hamilton. Oui, bonjour. Quelle lecture vous faites de cette donnée? Bien, écoutez, c'est sûr que c'est une étude qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça au Massachusetts. Le but, c'était d'identifier des zones métropolitaines d'une ville qui n'a pas été identifiée et de voir s'il y avait des traces de COVID dans les selles. Donc, à ce moment-là, ce qui a été fait dans les eaux usées et par des méthodes de PCR, donc des méthodes qu'on utilise pour identifier le COVID, ils ont identifié que dans les eaux usées, il restait des particules virales non infectieuses, très important de le mentionner, et ont été capables, par un algorithme qu'ils ont créé à l'interne par le MIT, de l'Université d'Harvard, de dire, bien écoutez, au lieu d'avoir 446 personnes, dans l'étude, dit 446 personnes qui étaient statistiquement identifiées, il y en avait plus de 2500. Donc, dans les eaux usées, selon leurs statistiques, il y aurait 5 fois plus de personnes qui seraient porteurs du virus que ce qui est réellement déclaré. Donc, ça vient encore nous confirmer qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pourrait le penser qui sont asymptomatiques. Bien, effectivement, ou asymptomatiques, ou des gens qui combattent le virus, mais qui n'ont pas été recensés, qui n'ont pas eu de mesures de dépistage. Et si on pourrait faire ça, par exemple dans la région de Montréal, si on pourrait, distinguer les différentes zones métropolitaines et faire le même exercice, on aurait peut-être des surprises aussi. Là. Ça pourrait être une étude qui pourrait être faite chez nous également. Bien, puisque vous parlez de chez nous, est-ce que le traitement des eaux usées est à ce point efficace pour éviter une éventuelle contamination par les eaux? Bien, faut penser là, que le virus du COVID est très fragile. Hein. C'est pas un virus qui peut vivre dans les eaux ou vivre dans les produits chimiques ou vivre longtemps dans les eaux là, qui sort de tout ce qui est en dehors de notre corps humain. Donc, ce qui est important à mentionner, c'est que ce qui est dépisté, c'est des particules virales non actives qui ne peuvent pas infecter les êtres humains. Donc ça, c'est important de le mentionner pour que les gens qui ont à travailler, exemple, dans les eaux usées, pensent pas qu'ils soient infectés. Nous, on peut identifier la présence, mesurer la présence, mais ça reste que des particules qui sont inactives, non virales à ce moment-là pour l'être humain. Oui, parce qu'il faut le rappeler, vous faites bien de le faire, M. Hamilton. La seule façon de contracter la COVID-19, c'est par les gouttelettes, donc bouche, le nez et les yeux qu'on puisse recevoir. Exactement. Donc, de toujours bien redoubler tout ce qui peut être par les mains. Donc, autrement dit, de garder une bonne hygiène des mains reste encore la solution optimale. Et comment vous vivez cette crise personnellement en tant que microbiologiste? Moi, j'ai toujours dit que c'est du jamais vu dans ma carrière. Écoutez, c'est digne d'un film de science-fiction, ce qu'on vit là présentement. Jamais on n'aurait pu penser qu'un virus puisse passer les barrières médicales que nous connaissons. On sait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui existe comme médicaments, comme vaccins déjà préétablis, d'avoir un super virus qui dépasse toutes ces barrières-là, c'est très, très impressionnant. Et c'est stimulant aussi pour tout ce qui est scientifique dans le monde. On voit que beaucoup d'usines, et pas d'usines, mais de compagnies pharmaceutiques travaillent. Donc, c'est rassembleur pour l'équipe scientifique. Et on est sur la bonne voie, je suis pas mal certain, de trouver un antidote, comme on dit, le fameux vaccin là, que beaucoup de pharmaceutiques travaillent dans les prochains mois. En attendant, on pourrait quand même trouver un antiviral. Je sais que l'Institut de cardiologie de Montréal travaille sur la colchicine, donc un anti-inflammatoire qui pourrait en quelque sorte diminuer de beaucoup les complications graves que peuvent avoir certaines personnes âgées? Bien absolument, parce qu'on le sait, qu'est-ce qui est grave avec la COVID, c'est que c'est un virus qui s'installe principalement dans nos poumons, et il va créer une inflammation vraiment systémique et très, très, très inflammée, qui fait que l'air passe plus. Donc, c'est sûr que d'avoir un anti-inflammatoire puissant qui nous permettrait de limiter cette inflammation-là, le but de ça, c'est qu'on gagne du temps pour que les personnes puissent fabriquer leur anticorps. Le but, c'est que quand une personne est infectée, les poumons viennent rapidement très inflammés et notre système immunitaire n'a pas le temps de fabriquer suffisamment d'anticorps pour être en mesure de passer au travers du virus. Donc, si on peut avoir un anti-inflammatoire qui diminue l'inflammation ou du moins rend un meilleur contrôle de l'inflammation, la personne âgée
va gagner du temps pour fabriquer des anticorps et réussir à passer au travers de la maladie en fabriquant ses propres anticorps et à s'auto-immunisant par le fait même. M. Hamilton, qu'est-ce que vous pensez peut-être de la réouverture éventuelle des écoles avant le 4 mai ou à partir du 4 mai pour vacciner naturellement les enfants qui pourraient contracter la COVID-19? Bien, vous savez, cette décision-là, je peux vous donner mon avis, mais c'est pas moi qui va la décider. Pour s'entendre, c'est Mais je suis la curieuse santé de vous entendre. Bien, moi, je pense que ce qui serait important, c'est d'avoir une contamination communautaire. On l'est déjà présentement. Les gens qui sont présentement infectés, c'est une contamination communautaire. Donc, je pense que le plus important, c'est de mettre vraiment en isolement les personnes les plus à risque. Donc, on sait que les 70 ans ou les 60 ans et plus. Et c'est sûr que de voir rendu au 4 mai, je crois qu'on va voir dépasser, comme on dit, la courbe va être en contrôle. D'y aller graduellement, c'est pas quelque chose je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer à penser. Honnêtement, de voir est-ce que c'est des écoles qui devraient ouvrir en premier, est-ce que c'est le secteur de la construction. Moi, je crois qu'il faut commencer à penser un mécanisme de reprendre la vie et d'affronter un peu cette contamination communautaire-là, à savoir si c'est les écoles en premier, si c'est d'autres types d'entreprises, mais assurément, il y aura un mouvement qui va être fait là d'ici le 4 mai, assurément. Oui, pour renforcer notre système immunitaire, mais tout en protégeant les gens qui sont âgés de 60 ans et plus. Merci beaucoup. Marc Hamilton qui est avec nous, microbiologiste. Toujours un plaisir de vous avoir. Merci. Un plaisir, merci. Au revoir.